Nous allons donc commencer cette soirée avec le premier invité qui nous rejoint déjà. Et il s'agit en l'occurrence d'Alexandre et il va nous présenter des sièges et des clous. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Jérémy, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Eh ben, on est ravis de vous avoir avec nous sur Variance FM, c'est un plaisir. Alors avec vous, on va parler de tapisserie, d'ameublement et de tableaux. Alors j'ai beaucoup de questions à vous poser, mais dans un premier temps, de quel type d'assises vous occupez-vous ? Alors ça peut être tout type d'assises, principalement des assises du 19e siècle, plutôt le style Napoléon III, Louis-Philippe, et ensuite des assises qui peuvent être beaucoup plus récentes, début des années 1900, jusqu'à nos jours, du moment qu'elles contiennent du tissu. Et on doit pouvoir logiquement rénover tous les types d'assises. D'accord, oui, parce que vous êtes spécialisé effectivement dans les sièges, comme l'indique effectivement votre nom. Mais est-ce que vous faites également peut-être d'autres pièces ? Alors, il nous est déjà arrivé de restaurer des pièces, dirons-nous, un petit peu plus anciennes, qui sortent un petit peu de l'ordinaire, comme des travailleuses ou des coiffeuses. Mais c'est vraiment pas la majorité de notre activité. D'accord. Alors, lorsque vous rénovez une pièce, est-ce que vous vous occupez uniquement de son aspect esthétique ou également de son confort ? Alors tout va dépendre la pièce en question. Si on est plus particulièrement sur ce qu'on appelle des fauteuils Voltaire, donc qui peuvent être assez facilement de la fin du 19e siècle, on arrive très souvent sur des assises qui ont déjà pas mal vécu et donc qui ont besoin d'avoir une restauration, dirons-nous, plus en profondeur, c'est-à-dire tout ce qui va être l'assise en elle-même, les ressorts, les sangles, la garniture, en plus de tout ce qui sera la tapisserie par elle-même. Oui, d'accord, vous ne faites pas que la tapisserie, vous pouvez également aller un peu plus dans le détail et voir effectivement pour rénover vraiment la pièce en elle-même. Voilà, exactement. D'accord. Alors d'où viennent les objets et les tissus que vous utilisez dans vos créations ? Alors les objets proviennent de différents univers, aussi bien des pièces un peu plus insolites, comme des châteaux. Il nous est arrivé d'avoir certaines pièces qui provenaient de châteaux, qui provenaient de maisons bourgeoises où les gens décidaient de vendre la maison, donc de vendre le mobilier qui était avec. Ou alors tout simplement de personnes qui ne souhaitaient plus garder ce mobilier qui était de famille. Et donc dans ce cas-là, on les sauve de la déchetterie ou d'une fin un petit peu sombre pour des objets qui peuvent encore servir. Et pour tout ce qui va être les tissus, nous avons des fournisseurs professionnels qui nous permettent d'avoir des tissus de qualité. D'accord. Il y a un petit côté éco-responsable finalement dans votre activité et c'est plutôt chouette, c'est dans l'air du temps. Exactement, ça a été la base de l'entreprise. On a voulu sauver ces objets que les gens ne voulaient plus garder de leur intérieur et du coup leur donner une seconde vie et leur permettre de continuer leur histoire. D'accord. Et alors, comment procédez-vous lorsque vous créez une pièce ? Quels sont finalement les outils et les méthodes de travail que vous suivez ? Alors, en tout premier lieu, on va commencer déjà par chercher la pièce en elle-même. Donc, pour une assise, ça dépendra si c'est une chaise, un fauteuil. Une fois qu'on a trouvé la pièce, on va voir s'il y a besoin de faire une restauration au niveau du bois, ce qui est quand même assez souvent le cas. On va donc regarder si le bois a besoin d'être poncé, d'être repeint, juste teinté, ou alors voir tout simplement si tout est en bon état. Essayer au maximum de réussir à donner une époque, savoir si c'est style ou alors si c'est vraiment du 19e siècle, comme on travaille très souvent avec des pièces du 19e siècle. Et ensuite, regarder l'étendue, entre guillemets, du travail à faire, savoir si toute l'assise a besoin d'être faite, et ensuite faire des tests avec les tissus, voir qu'est-ce qui irait mieux au niveau couleur, au niveau motif, tout ce qui sera clou, puisque tout ce qui est fauteuil Voltaire et pièces du 19e, très souvent comprennent des clous. Et on a une gamme assez importante de clous de différentes tailles et de différentes couleurs qui permettent de finir la pièce en elle-même.
Et alors, comment faites-vous pour estimer finalement l'époque des choses que vous récupérez? Est-ce que vous avez peut-être des experts qui vous aident pour ça? Alors, assez souvent, on fait appel en effet à des antiquaires, si possible à des commissaires-priseurs qui, eux, ont une connaissance qui est bien plus élevée que pour ma part. Ensuite, pas mal de recherches, que ce soit sur Internet, sur les livres, parce qu'on remarque que les styles dans l'histoire ont laissé chacun leur trace. Et donc, on peut retrouver assez facilement sur les détails qui sont présents sur aussi bien les fauteuils, les chaises, même les miroirs. On retrouve assez facilement le style qui, euh, qui est adapté à la pièce qu'on a devant les yeux, avec ensuite toutefois la possibilité de tomber sur une pièce qui est beaucoup plus récente, mais qui donnerait l'impression qu'elle est en fait ancienne, et c'est là justement que les antiquaires et les commissaires-priseurs rentrent en ligne de mire. Oui, bien sûr, puis il ne faudrait pas vendre du rêve à vos clients alors que finalement ce ne sont pas des pièces d'époque. Exactement, il est impensable pour nous de vendre une histoire qui ne serait pas celle de l'objet, et du coup de perdre la confiance que les clients ont en nous. Tout à fait, vous avez raison. Et du coup, quels sont finalement les styles que vous avez? Alors, je sais que vous avez parlé du style 19e, mais je crois que ce n'est pas le seul que vous avez dans vos créations. Alors oui, en effet, on a beaucoup de styles 19e, donc Napoléon III, Louis-Philippe, entre les années 1850, 1870 jusqu'aux années 1890. Mais ensuite, pas mal de styles qui sont beaucoup plus récents, comme les styles Art déco, qui sont plus basés années 30 jusqu'aux années 50. D'accord, avec des choses un petit peu nouvelles et originales également de temps en temps. Voilà, exactement. On est toujours à la recherche de la pièce unique, quitte à la détourner de son objet de base, de son utilité de base. Et dans ce cas-là, ça prend beaucoup plus de temps, mais on prend encore plus de plaisir justement à détourner les objets. Et oui, tout à fait, ça se comprend. Et du coup, est-ce que vous avez des sources d'inspiration en particulier? Les sources d'inspiration, oui, oui, en effet. Alors pour tout ce qui va être tissu, je suis beaucoup inspiré par tout ce qui est la fête des morts au Mexique. Donc on peut retrouver avec ce qu'on appelle les calaveras, qui sont des têtes de mort très fleuries, qui sont pas du tout avec une connotation morbide, mais bien au contraire, qui sont justement quelque chose de très joyeux. Et en seconde source d'inspiration, beaucoup tout ce qui est asiatique, avec particulièrement le Japon, les geishas et les fleurs, vraiment tout un univers floral et animal qui est assez développé au niveau du Japon, comme les carpe koi par exemple. Ah oui, d'accord, donc il y a un véritable contraste avec ce qu'on disait tout à l'heure et finalement l'époque 19e ou même les années 40, 50. Exactement, le but est justement de casser les codes, de permettre aux gens d'avoir des pièces uniques qui mélangent plusieurs styles, donc les années 1800 et des choses qui sont beaucoup plus récentes, des années 2000, justement pour créer un contraste qui est très élevé et qui attire l'œil chez nos clients et toutes les personnes qui verront les pièces à travers le Puy-de-Dôme et peut-être la région, voire plus loin. D'accord. Et alors, vous faites aussi de la personnalisation, du coup. Quelle est finalement la demande la plus originale à laquelle vous ayez déjà pu répondre? J'ai eu plusieurs demandes qui ont été originales. J'ai eu entre autres une dame qui m'a demandé de lui restaurer cette fois-ci un meuble qui lui était cher, qui appartenait à ses parents. Mais cette fois-ci en mélangeant aussi bien de la peinture que du tissu d'ameublement et des clous, ce qui pour un meuble est quand même assez rare. Et ça a fini avec un meuble qui à la base était un meuble de boucher, rose fuchsia, avec un tissu Guernica de Picasso dessus, donc en noir et blanc, et des clous dorés tout autour afin de personnaliser son meuble. Ce sera vraiment la pièce la plus éclectique que j'ai pu réaliser jusque-là. Et oui, tout à fait. Un meuble avec des clous, c'est vrai que ça se voit pas forcément partout. On a plus l'habitude des assises, comme on le disait tout à l'heure. Oui, exactement. C'est vrai qu'un meuble, à la base, on se dit qu'il n'est pas prévu pour. Là, voilà, la cliente a voulu que l'intérieur soit tapissé, que le dessus soit tapissé.
Et voilà, on a réussi à trouver un juste milieu entre les deux et à satisfaire ce qu'elle nous demandait. Eh ben écoutez, en tout cas, c'est très très chouette et c'est un projet original et j'imagine que vous en avez eu beaucoup d'autres. Oui, en effet, oui, on a eu pas mal de clients qui nous ont fait confiance. C'est toujours un plaisir. Pas mal de personnes qui sont revenues vers nous aussi pour avoir d'autres pièces dans leur collection qui viennent de chez nous. Et alors, du coup, on parlait de pièces un petit peu historiques, justement. Et quelles sont les pièces historiques sur lesquelles vous ayez déjà eu l'occasion de travailler? Alors assez souvent, on a beaucoup de pièces de fauteuils style Louis-Philippe, de chaises Napoléon III. On est amené à travailler une fois sur un miroir de type Napoléon Ier. Donc début des années 1800, c'était un très très gros travail. Il a fallu faire beaucoup de recherches pour ne pas dénaturer le miroir en lui-même. Et on est tombé vraiment sur une personne qui était ouverte et qui était très contente de la restauration de son miroir. Et alors, j'imagine qu'il y a quand même une certaine fierté quand on travaille sur des pièces comme celle-là, parce qu'il y a toute une histoire derrière et on a envie finalement de faire revivre cette histoire avec la rénovation que l'on fait. Voilà, exactement. Une grosse fierté, une énorme pression aussi, surtout, parce que c'est des pièces qui sont tellement anciennes qu'elles ont vécu déjà et elles ont malheureusement subi un petit peu les outrages du temps. Donc il s'agit de ne pas les abîmer plus et les endroits où elles sont abîmées autant que possible de les réparer ou alors de masquer les défauts tout en restant, comme vous disiez, dans le style assez particulier qu'impose l'époque et l'histoire du meuble ou du miroir en question. Et oui, sans le dénaturer, tout à fait. Alors, vous faites également des cadres. Et ça, c'est très original. On va le découvrir tout de suite. Du coup, avec quoi sont fabriqués ces cadres et quelle technique utilisez-vous? Alors en effet, on s'est lancé il y a 2, 3 ans dans la création de cadres qui sortaient un petit peu de l'ordinaire. Donc des cadres qui sont généralement achetés cassés. Donc nous, on les restaure, on refait une nouvelle peinture, une nouvelle patine dessus. Et ces cadres viennent recevoir à l'intérieur non pas des dessins, des peintures, mais bien du tissu d'ameublement qui pourra être exactement le même que sur les assises ou alors tout à fait différent selon les choix du client. Mais une petite particularité sur ces cadres, c'est que justement, ils sont en 3 dimensions. L'intérieur du cadre sort justement du cadre pour pouvoir permettre aux personnes qui le voient n'importe où dans la pièce d'offrir une vision différente à n'importe quelle personne. Ah oui, d'accord. Bah, j'imagine que c'est tout un système de pliage également pour essayer de faire ressortir un petit peu cette tapisserie. Alors voilà, exactement. On a déjà un premier traitement thermique qui est appliqué sur le tissu pour permettre que les fils se détendent un petit peu pour pouvoir le bomber et qui ne se déchire pas quand on va l'appliquer dans le cadre. Et ensuite, toute une technique pour pouvoir l'accrocher derrière et lui permettre de rester pour des années justement bombé, puisque le but de l'entreprise est justement de permettre à nos clients d'être sûrs que pendant plusieurs années, le cadre ne bougera pas, qu'ils pourront le nettoyer et qu'il n'y aura aucun souci. Nous, on assure ensuite le service après-vente là-dessus et on leur assure qu'au moins pendant 3 ans, leur cadre ne bougera pas. D'accord. Et alors, quel est le contenu visuel de ces tableaux? Est-ce qu'il y a des choses qui diffèrent par rapport à ce qu'on voit sur vos assises? Alors, on a la possibilité d'avoir beaucoup plus de motifs. Ça va tout autant du motif pour enfants que on va retrouver bien sûr les calaveras, on va retrouver le style japonais, mais on va aussi retrouver du style africain, du style floral, des animaux exotiques. On peut avoir une multitude de possibilités dans ces cadres. Eh ben, c'est plutôt chouette. Et est-ce qu'il y a donc un seul et unique type de matière dans ces tableaux ou est-ce que parfois vous mélangez plusieurs types de tissus pour donner finalement forme à votre création? Il est arrivé que des cadres accueillent plusieurs tissus différents. Je pense par exemple à un cadre sur lequel on a appliqué un tissu rouge cardinal, donc un rouge assez vif, et par-dessus une dentelle noire justement pour pouvoir créer un effet beaucoup plus gothique et beaucoup plus
chic. Ça partait dans une maison qui était assez ancienne et dont le mobilier se prêtait bien à ce genre de pièces. Eh ben écoutez, c'est plutôt chouette. Et j'imagine qu'en termes de style, vous restez à peu près pareil que vos assises, c'est-à-dire que vous cherchez à faire quelque chose qui peut être à la fois un petit peu traditionnel 19e ou un petit peu aussi nouveau avec des choses qui s'y opposeraient totalement. Exactement, on peut très bien avoir des cadres fin 19e, début 20e, donc qui sont assez dorés, très travaillés, à avoir dedans des têtes de mort mexicaines, ou alors trouver un cadre beaucoup plus soft, et dans ce cas-là, c'est le tissu qui lui sera beaucoup plus parlant, avec par exemple, je pense dernièrement, des cadres avec des signes astrologiques qui ont été faits, ou alors certaines pièces qui sont vraiment au goût du client. On va vraiment se fier par rapport à ce que nous demande le client. D'accord. Bon, bah écoutez, on va bientôt se laisser, mais j'ai encore deux questions importantes pour vous. La première, elle va concerner votre parcours. On a forcément envie de savoir comment vous en êtes arrivé là. Alors expliquez-nous, comment ça vous est venu cette idée de faire de la tapisserie d'ameublement et puis surtout des tableaux par la même occasion? Alors tout simplement, ça a été très bête. On nous a offert un fauteuil. Ce fauteuil n'était pas du tout à notre goût, les tissus convenaient pas du tout. Et on a décidé de se lancer. On a dit, tiens, allez, on essaye. On pensait que ça serait beaucoup plus simple. En effet, c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Et à force de faire des assises, eh ben, on s'améliore, on corrige les défauts. Mais voilà, pas de formation particulière. Beaucoup de travail, beaucoup d'échanges avec des tapissiers, regarder quelques vidéos sur Internet. Et puis voilà, se lancer, faut pas avoir peur de faire des erreurs. Eh bien ça, c'est plutôt chouette. J'ai envie de dire que vous allez encourager pas mal de monde avec cette phrase et peut-être même des jeunes qui ont peur de se lancer et qui, grâce à vous, vont peut-être aboutir dans certains de leurs projets en fait, aller jusqu'au bout de leurs projets. Ça serait le but vraiment, si les personnes pouvaient comprendre que tous les meubles anciens qu'on peut avoir, c'est vraiment un patrimoine et une histoire et qu'il faut surtout pas s'en séparer parce qu'on voit que les styles reviennent. Et il y a tellement de possibilités pour customiser des meubles, les remettre au goût du jour, tout en gardant l'histoire qu'ils ont à nous raconter, que voilà, il faut peut-être essayer sur des choses qui sont plus simples à la base et petit à petit monter en gamme. Mais voilà, c'est vraiment en essayant qu'on réussit. Et moi, j'invite toutes les personnes qui sont intéressées à essayer par eux-mêmes parce que moi, j'aurais jamais pensé que j'en étais capable. Et voilà, la preuve en est aujourd'hui que tout le monde peut y arriver, je pense. D'accord. Et bon, bah écoutez, avant de vous laisser, j'ai quand même la dernière question, la plus importante à vous poser. Où peut-on vous retrouver? Est-ce que vous avez une page Facebook, un site internet, peut-être même des lieux dans lesquels on peut retrouver certaines de vos créations? Alors, on a particulièrement une page Facebook qui s'appelle Des sièges et des clous by Tinky and Angel. C'est là principalement qu'on expose tout ce qu'on fait, que nos clients nous suivent. Aussi une page Instagram, pareil, Des sièges et des clous. Donc là, ça va être les endroits où on va pouvoir nous retrouver. Tout de suite, on est en plein déménagement. Du coup, l'atelier devrait revenir sur Beaumont début février. Mais de toute façon, on communique beaucoup sur notre page Facebook. Et j'en profite pour vous dire du coup qu'on pourra nous retrouver au marché de Noël du CHU Louise Michel à Sébaza le 30 novembre, donc ce samedi, à partir de 10 heures. Et le 1er décembre au marché de Noël de Chambaron-sur-Morge, où on va également exposer, et pour finir, le marché de Noël de Romagna le 21 décembre. D'accord, donc quelques marchés de Noël, la possibilité de vous retrouver à Beaumont prochainement et sur les réseaux bien sûr. On va encore une fois rappeler votre nom, Des sièges et des clous. En général, on vous trouve assez facilement en tapant ça sur les réseaux, donc il n'y a pas de problème. Et puis, bah écoutez, on va vous souhaiter le meilleur pour la suite. Merci encore une fois, Alexandre, d'avoir pris le temps d'échanger avec nous. Vous revenez quand vous voulez sur cette antenne. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à vous et une très bonne fin de journée à vous. Merci beaucoup et nous on continue en musique sur Variance FM avant de retrouver la prochaine invitée de cette soirée.